Je m'adresse maintenant à John Geisel. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage traduit maladroitement français, ça donnerait le malade est une personne. Oui. Très bien, très bien. Donc, il y a un concept que vous défendez, cette trilogie de l'économique, du psychologique et du social, c'est-à-dire de la complétude, pour parler comme certains ministres. Vous voulez nous en dire plus? Vous avez 8 minutes et vous pouvez soit vous rendre au pupitre, soit rester. Et je regarde mon chronomètre. Je commence en français, mais si c'est trop pénible, je vais changer en anglais, mais c'est pénible pas pour moi, mais peut-être pour vous. Je vais présenter 4 points. Premièrement, le modèle négatif de maladie Alzheimer, le narratif public, qu'on nomme comme ça, présente des difficultés pour embrasser les approches non médicamenteuses. Et nous avons besoin d'une approche plus positive pour embrasser et pour comprendre tout ce que nous discutons aujourd'hui. Deuxièmement, la définition non médicamenteuse est négative et ne contribue pas ni à la recherche ni à la pratique. Et nous avons besoin d'un autre concept, d'une autre approche et d'une autre phrase pour définir ce domaine. Troisièmement, méthodologiquement, nous avons rencontré l'ennemi et c'est nous. Ça veut dire que nous avons besoin d'une nouvelle position, point de vue sur la méthodologie pour faire les évaluations, pour contribuer à des données et des approches plus positives. Et quatrièmement, le vrai sujet et but de notre travail non médicamenteuse est le droit de l'homme. Je commence avec ça. Je fais... Oui. Bon, le modèle de désespoir d'aujourd'hui sur le problème est séduisant parce que il est aux bases, c'est la promesse d'une solution rapide. Deuxièmement, il présente l'opportunité politique de promouvoir une guerre contre la démence. Et troisièmement, c'est pas moins, mais c'est plus séduisant, d'une campagne patiente et lente pour changer le récit public sur la démence. Qu'est-ce que ça veut dire, modèle de désespoir? Ça commence avec le négatif, le diagnostic qu'il y a un problème. C'est préoccupé de l'avenir. C'est toujours la perte des choses, de dégradation de personnes. Et à la fin, plus de les 4 A que je nommais dans mon livre, apathie, agitation, agressivité et anxiété. Au contraire, le modèle de l'espoir est un modèle qui commence avec d'être dans le présent. Ça veut dire on ne rejette pas le diagnostic, mais il est triste, on a des problèmes avec ça, mais on continue avec la vie. On voit la personne et ses capacités au lieu de la négative. On continue de faire des choses avec l'engagement, les activités dans la ville, etc. Et il y a moins des 4 A, moins d'apathie, moins d'anxiété, moins d'agitation, moins de déprimation, moins du tout. Et le but, c'est une meilleure relation entre les personnes et les familles et les autres amants. Et donc, on a besoin de changer notre avis sur la maladie pour vraiment embrasser, pour vraiment comprendre les approches médicamenteuses. Quelles sont ces approches non médicamenteuses? Ce sont comme les graines dispersées sur le sol. Formation des aidants, écoles intergénérationnelles, aménagements environnementaux, storytelling, improvisation théâtrale, musique, journaux de bord, tout est dispersé à cause de ce concept négatif non médicamenteux.
c'est une autre chose. Donc, il y a une absence d'une définition claire de ces efforts comme domaine distinct de recherche et d'intervention, et nous avons besoin d'une définition claire pour comparer les données, par exemple, d'évaluation, pour comprendre la connexion entre tous les grains. Donc, on a parlé de sciences humaines et sociales, approche non médicamenteuse, innovation sociale, intervention environnementale, traitements psychosociaux, approche biopsychosociaux. Donc, on a beaucoup de mots et il n'y a pas une phrase qui contient l'environnement, les changements de l'environnement qui sont assez importants. Donc, le phrase que nous avons inventé, c'est un groupe de moi, Barry Reesberg, Peter Whitehouse, Bob Woods de l'Angleterre et moi, une autre la personne qui a inventé Snoezelen, Ad Verheul de Hollande, et on a créé ce mot éco-psychosociaux. Et donc, éco-psychosocial veut dire éco, c'est le mot en grec pour maison, donc environnement. Psycho, ça veut dire les choses, les interventions et les traitements pour la personne, l'éducation par exemple, et aussi les milieux sociaux. Et donc c'est le propos que nous avons fait dans un article dans Alzheimer's Disease International. Mais il y a aussi des défis méthodologiques. Ce sont les ennemis que nous avons rencontrés qui et nous. Ça veut dire une conviction que les essais contrôlés, randomisés, représentent la plus haute forme de connaissance. C'est une bêtise. Il y a une faible reconnaissance de l'importance d'études de cas et des expérimentations sur les petits groupes pour développer la connaissance, pour développer les idées, pour faire les recherches plus quantitatives. Oui, ils sont des difficultés pour isoler des variables uniques manipulables, difficultés des groupes témoins pour expérimenter ainsi, et tout ça, mais ces difficultés viennent de notre conviction que les essais contrôlés, randomisés, représentent la plus haute forme de connaissance. Aucun prix Nobel n'a jamais été attribué à un scientifique pour des essais contrôlés, randomisés. C'est pas important. Oui, c'est important de faire ça pour prouver des choses, quelque chose, mais dans le domaine de non-pharmaceutique, non-médicamenteuse, éco-psychosocial, on doit utiliser les autres méthodologies et on doit comprendre que le ESCR ne c'est pas la plus importante chose du monde. C'est une croyance naïve que les essais contrôlés randomisés permettent d'accéder à la forme la plus élevée des connaissances. Donc, c'est à cause de ça que je dis l'ennemi, c'est nous. En conclusion, le quatrième point, c'est qu'au but de tout ce que nous faisons, de toutes les approches éco-psychosociales, EPS, sont les variables que nous étudions sont souvent liées aux besoins humains fondamentaux. Qualité de vie, on parle de qualité de vie, de choix, de dignité, de contrôle de sa vie. On a, dans le film que nous avons vu, c'est traité de contrôle de sa vie, de définir quelles sont les choses importantes de la vie des experts sur le démence. Ça veut dire les gens qui vivent avec cette maladie, et la stigmatisation sont tous les questions et les sujets des droits de l'homme. La Convention sur les droits des personnes handicapées de 2013 exige de passer d'un modèle de décision substitutive, comme la mise sous tutelle, à un accompagnement à la prise de décision. Nous devons trouver les moyens visuels, verbaux, tout ça, pour aider les personnes malades à faire des choix éclairs pour satisfaire leurs besoins humains, pour définir ce qu'ils veulent, pour définir actuellement les sujets de nos recherches. Un sujet important pour le futur, pour moi, pour tous et pour les personnes avec une démence,
c'est comment permettre aux personnes malades de participer à toutes les décisions qui concernent leur vie. Et donc, c'est les connexions entre les 4 points que j'ai faits. Donc, on doit avoir un modèle plus positif, et c'est le modèle d'espoir. On a besoin d'avoir une définition claire des approches non médicamenteuses, et pour moi, c'est éco-psychosocial. Troisièmement, les méthodologies, on doit avoir un autre point de vue sur les méthodologies qui acceptent et qui embrassent les approches qualitatives, les approches d'études du cas, les approches expérimentaux sur les petits groupes, au lieu de dire on doit avoir 2000 personnes. Et le quatrième point, et le point final, c'est que le vrai sujet lequel nous traitons, c'est le droit de l'homme. Merci.